Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir le professeur Mbaye Thiam, enseignant à l'EBAD, historien également. Bonsoir professeur. Bonsoir Antoine. Un regard sur l'actualité politique, économique et sociale de façon globale. Nous allons d'abord commencer par les réformes institutionnelles voulues par le président Macky Sall, avec toute cette frénésie, toute cette agitation. Oui, quelle est votre opinion sur tout cela, professeur? À une opinion extrêmement intéressée, à deux niveaux. En tant que citoyen d'abord, quand on appartient à un pays, on s'intéresse à ce qui s'y passe parce qu'il ne faut pas être passif. Mais surtout aussi à titre scientifique, parce que depuis hier, je travaille sur le texte que j'ai finalement puisé sur Internet à partir d'une espèce d'analyse interne et externe, comme disent les archivistes. Sur les différents points, sur les différents points de réforme. Absolument, pour voir quelle lecture de portée analytique on peut appliquer à chacun des points. Et quel est le point qui vous a le plus marqué? Moi, je dois dire que j'ai trouvé que l'ensemble des points sont assez intéressants parce qu'ils constituent des avancées dans ce qu'on appelle prosaïquement la consolidation de la démocratie dans notre pays. C'est ce que les juristes appellent des réformes modifications consolidantes. Oui. Mais ce qui m'intéresse le plus, en tant que citoyen, en tant qu'observateur de la scène politique, c'est la réforme concernant la diminution du mandat et surtout la rétroactivité de la diminution de ce mandat si elle est acceptée en termes après le référendum. Et en quoi cela vous marque-t-il? Cela me marque parce que je pense qu'elle a une symbolique et surtout une portée éthique et morale. Or, l'un des déficits les plus marquants dans notre société aujourd'hui, à part le sous-développement économique, c'est le déficit de portée morale. L'autorité morale est battue en brèche. Les gens de plus en plus s'habituent à faire le contraire de ce qu'ils disent et disent le contraire de ce qu'ils font. Problème de valeur, donc. Problème de valeur. Oui. L'historien que je suis considère que, en demandant, en respectant cet engagement qu'il avait pris entre les deux tours, de diminuer son mandat, mais surtout de s'appliquer la rétroactivité, au lieu de faire les 7 ans pour lesquels il a été élu, pour 5 ans, le président Macky Sall, comme l'a dit un observateur, un enseignant hier dans la presse, est rentré dans l'histoire récente de ce pays. C'est ma conviction. Oui. Est-ce que ce n'est pas encore prématuré de dire qu'il est entré dans l'histoire? Parce qu'il y a ce qu'il veut et ce qu'il a déclaré et ce qui se fera plus tard. Oui, mais ce qui se fera plus tard, en réalité, ne peut intéresser que la volonté politique systématisée par le président qui propose effectivement que l'on diminue et que l'on rende rétroactif. Oui. Parce que cette question, elle a plusieurs aspects, mais tous les aspects ne se valent pas. D'abord, elle a un aspect politique. C'est-à-dire c'est un engagement politique. Sa réalisation participe du respect du jeu politique. Oui. Elle a un aspect juridique. Oui. Les techniciens du droit, enseignants ou autres, se sont prononcés sur la faisabilité, la technicité, le mécanisme. Mais elle a surtout un aspect moral. Oui. Le débat est encore là, en tout cas. Pour ce qui me concerne, la morale est au-dessus de toutes ces questions. Si le peuple sénégalais veut que le mandat, comme l'a précisé le président de la République, soit diminué et qu'il se l'applique de manière rétroactive, aucune disposition juridique n'est au-dessus de la morale. Parce que la politique, comme le droit, sont des modes de fonctionnement qui structurent le fonctionnement économique, social, culturel d'un pays, mais tout en respectant la morale. Notre société a accouché de valeurs parmi lesquelles la valeur de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Le respect de la parole. Vous donnée. insistez beaucoup sur la morale. Mais allons sur un autre point. Les candidatures indépendantes pour les élections législatives et locales. Cela n'existe pas encore au Sénégal. Mais sincèrement, au nom de la démocratie, doit-on ouvrir la voie à tout citoyen qui désire être candidat libre, avec tout ce que cela implique comme coût pour la démocratie? Je pense que la démocratie, c'est le système des meilleurs. La démocratie, c'est un système de pays qui ont assis des conquêtes irrémédiablement dans leur marche pour l'ouverture, la transparence et le jeu équitable. Oui. C'est loin d'être le jeu du désordre. Nous devons, dans ce pays, ouvrir la possibilité la plus large
à toute personne qui désire assumer des responsabilités politiques. Mais nous ne pouvons pas organiser le désordre. Et il va nécessairement être question de mettre les garde-fous qui devraient, sur le plan du droit, sur le plan de la réglementation et sur le plan même de l'application du jeu politique, interdire que le champ politique soit envahi non pas par les meilleurs, parce que ça devrait être le champ des meilleurs. Et en pensant à garde-fous, à des garde-fous, exactement, quel type de garde-fous selon-vous? Par exemple, le nombre de signatures à enregistrer pour chaque candidat dans une élection dans sa localité par rapport au corps électoral de la localité. Par exemple, un certain nombre de garde-fous du genre moralité. Quelqu'un qui n'a jamais payé d'impôt dans sa localité, est-il apte à se présenter pour diriger la localité? Quelqu'un qui ne réside pas dans une localité en temps réel et qui ne vit pas le quotidien des gens, est-il équitable qu'il se présente? Toutes ces questions, il faudra les mettre sur la table pour les discuter, pour faire en sorte que les gens élisent des personnes qu'ils connaissent, mais surtout qui sont accessibles. Des maires qui sont à 500 km de leur lieu de mairie et qui délèguent toutes leurs responsabilités, qui reviennent toujours pour constater qu'il y a des dérives et des dérapages. Oui, cela a toujours existé malheureusement. Absolument. On n'a jamais pris les mesures nécessaires pour régler Je pense qu'il faut ouvrir large les vannes des candidatures, mais il faut contrôler, mettre en place des garde-fous. Il y en a sur le plan réglementaire, il y en a sur le plan du droit, il y en a sur le plan administratif, il y en a sur le plan économique et tout ce qu'il faut ouvrir, c'est vrai, parce que je pense depuis toujours que le jeu politique doit être le plus ouvert possible. Mais le jeu politique au niveau de la représentativité ou de la représentation, à quelque échelon que ce soit, c'est le jeu des meilleurs. C'est important. Alors, nous allons changer un peu de sujet pour parler d'une autre actualité, l'affaire Lamine Diack, les différentes évolutions. Oui, qu'est-ce que vous pensez de différentes évolutions, les derniers développements dans l'affaire Lamine Diack? Un drame. Je pense que cette affaire constitue un véritable drame pour notre pays. Parce qu'elle remet en cause beaucoup de nos certitudes. Même privé, une affaire dramatique pour le Sénégal? Ah oui, même privé. Parce que Lamine Diack, pendant 30 ans, a représenté non pas sa personne, mais le Sénégal sur l'échiquier mondial, du sport mondial. Chaque fois qu'on le voyait, chaque Sénégalais avait sa petite pointe de fierté quelque part pour dire voilà quelqu'un qui nous représente au niveau le plus élevé. Et donc tout ce qu'il glanait comme respectabilité, rejaillissait aussi crédibilité sur notre pays et sur notre société. Oui. Je pense que, évidemment, c'est une affaire dramatique sous ce rapport pour l'ensemble de nos pays. Et puis, c'est dommage que ça arrive au moment où il avait achevé 30 ans de militantisme sportif à l'échelle internationale. Et ça permet quand même une relecture de la gouvernance du mouvement sportif mondial. On parle de l'IAF depuis plusieurs semaines, depuis que Lamine Diack est incriminé. Mais l'UEFA est au bout pratiquement de la crise avec l'affaire Platini. Oui. Il a été suspendu. Or, c'est le président de l'UEFA. Hier ou avant-hier, l'ATP a été complètement... Et sur la brèche, on parle d'arrangements sur le dos. Il y a, au niveau du mouvement sportif mondial, dans les 20 dernières années, un développement économique avec des circulations d'argent énormes, alors que la gouvernance n'a pas suivi. On a connu à gérer des centaines de millions d'argent, de milliards d'argent, alors que de manière familiale, de manière plus ou moins, j'allais dire informelle, alors que les intérêts étaient devenus de plus en plus géopolitiques. Aujourd'hui, je pense que l'affaire Lamine Diack est dramatique pour lui-même. D'abord, en tant que personnalité qui a beaucoup donné et qui, au moment où il pensait pouvoir se reposer, est sur... Tranquillement, il a toujours dit qu'il allait retourner chez lui et puis jouer avec ses petits-enfants. C'est dramatique pour lui et dommage, et nous lui souhaitons tout le bien possible. Mais c'est un drame aussi pour notre pays et pour l'ensemble des Africains, parce qu'après lui, il sera difficile de faire élire à la tête d'une institution sportive internationale un autre Africain. Et cela poussera à regarder avant de faire quelconque choix ou de prendre une certaine décision. Absolument. Mais alors, au plan judiciaire maintenant, la justice française souhaiterait peut-être la collaboration du Sénégal. Quelle doit être l'attitude des autorités sénégalaises? Notre pays doit collaborer. Moi, Lamine Diack, j'ai pour ce type définitivement et éternellement un respect et une attention particulière. Pour de multiples raisons personnelles que je ne peux pas développer sur un plateau de télévision. Mais notre pays, par rapport à son image, doit pouvoir, dans toute situation, même qui nous préoccupe et qui pose problème, à contribuer à faire que la clarté, la justice, le droit soient respectés.
nous ne sommes pas n'importe quel pays, le Sénégal. Nous sommes un pays qui a un rayonnement international, en Afrique et dans le monde. Et nous sommes un pays qui a une image, qui est respectée dans le monde. Quand on a, comme moi, fait un peu, une bonne partie du tour du monde, on sait ce que c'est que le Sénégal. Ouais. Et nous n'avons pas le droit, quel que soit par ailleurs le récent sentiment qu'on peut éprouver, de ternir l'image de notre pays. Si la justice française souhaite la collaboration de la justice sénégalaise, la collaboration du gouvernement du Sénégal, il doit répondre à cela, sauf extrader. Il va falloir, sauf extrader, parce que le droit ne le permet pas et la morale de notre société ne le permet pas. Deux petites questions avant de boucler cet entretien. Elles sont toujours relatives à l'actualité. L'affaire de la 4G. Les 3 opérateurs de téléphonie n'ont pas, en tout cas, soumissionné à l'appel d'offres de la RTP. Ça pose débat. Mais parce qu'ils veulent amener... Un commentaire sur ça. Mais parce qu'ils veulent amener le gouvernement à brader la 4G. Ils s'entendent sur nous. C'est l'impression que vous avez par rapport mon impression personnelle des opérateurs est que les opérateurs veulent amener le gouvernement, faute de prétendants, à brader la 4G. Et un gouvernement responsable par rapport au contexte et surtout par rapport à l'intérêt de la chose ne doit pas se soumettre à cela. Le gouvernement du Sénégal devrait pouvoir user de tout son poids par rapport à ces opérateurs pour faire en sorte que cet outil, qui est un outil à la fois de communication, d'éducation, de formation, économique, et qui va générer des ressources et des modes de fonctionnement qui sont en train de transformer complètement le visage de l'emploi dans tous les pays, ne soit pas bradé. Qui va impacter sur le taux de croissance. Absolument. Dans d'autres pays, ça a été sans doute le cas. Mais vous avez cité tout à l'heure. Je connais un pays d'Afrique que j'ai visité en 2009. C'est la licence de téléphonie mobile et d'accès à Internet qui a permis de connecter l'ensemble des écoles primaires et secondaires publiques sur l'Internet. Très bien. Alors, la toute dernière question, elle est relative également à la baisse du prix des hydrocarbures, le pétrole, disons l'essence et le gasoil. Professeur, l'État a baissé cela, mais dans l'application aussi, les citoyens demandent que tout ce qui est transporteur et autres secteurs ils ont parfaitement raison, les citoyens. Ils ont parfaitement raison, les citoyens. L'État a baissé le prix du carburant. D'aucuns peuvent trouver qu'il n'a pas assez baissé. L'État considère qu'il a assez baissé, surtout que récemment, il avait baissé de 100 francs, plus les 50 ou 60 francs. D'autres estiment que l'État n'a pas vite procédé à cette baisse, que l'État aurait dû le faire. Moi, je ne suis pas un économiste et je m'en voudrais de jouer à l'économiste pour ne pas regarder demain mes collègues professeurs d'économie à l'université. Mais je sais que l'État du Sénégal a besoin de la fiscalité sur le pétrole pour faire autre chose. C'est-à-dire que sur le prix du pétrole, on prélève de l'argent pour faire dans l'école, pour faire dans la santé, pour faire dans. Toujours est-il que si l'État baisse le prix du pétrole, aucun transporteur ou aucun de ceux qui utilisent les produits pétroliers ne peut trouver de justification valable pour ne pas baisser. Maintenant, à quel taux, comment ça va s'opérer? C'est du ressort de l'autorité de l'État. Un État normal qui exerce son autorité sans violence mais sans faiblesse doit pouvoir se donner les moyens quand il décide d'alléger le poids des citoyens que les autres secteurs de l'économie qui profitent aussi des augmentations mais puissent faire profiter aux citoyens des baisses. Très bien, merci professeur Mbaye Thiam. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'EBAD. À l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaire. Exact. Vous êtes également historien. Merci d'avoir accepté. Exact. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est tout pour ce soir. Excellente soirée. Demain, retrouvez Mamadou Ibra Kane.